Bienvenue sur Boîte Magique. Prépare-toi à plonger dans les profondeurs de l'histoire, là où les découvertes archéologiques révèlent parfois des secrets bien sombres. Certaines trouvailles font frémir même les chercheurs les plus aguerris. Momies figées dans un cri d'agonie, dépouilles dont on a craint le retour après la mort, charniers énigmatiques. Autant de scènes bouleversantes qui nous rappellent que le passé n'était pas fait que de gloire et de monuments impressionnants, mais aussi d'épisodes glaçants. Dans ce texte, tu vas découvrir 10 découvertes archéologiques qui donnent la chair de poule, dans un ordre aléatoire pour te maintenir en haleine. Attache ta ceinture, car on part pour un voyage dans l'inexplicable, l'angoissant et parfois l'atrocement fascinant. La momie qui hurle. Nous sommes en Égypte, à la fin du 19e siècle. Des archéologues déroulent patiemment les bandelettes d'une momie, s'attendant à découvrir un visage paisible, comme c'est la coutume. Sauf que, sous les linges, ils tombent sur une vision de cauchemar. Un visage crispé, la bouche grande ouverte, comme si le défunt avait poussé un hurlement éternel. À la différence des momies classiques, enveloppées de tissus sacrés et ornées d'amulettes, celle-ci était emmitouflée dans de la peau de mouton, une matière considérée comme impure dans l'Égypte ancienne. Les chercheurs l'ont surnommée la « momie qui crie ». Selon la théorie la plus admise, il s'agirait du prince Pentahour, fils du pharaon Ramsès III, impliqué dans un complot pour assassiner son père et s'emparer du trône. Quand le complot a été déjoué, le jeune prince aurait été contraint de se donner la mort, peut-être par poison. Mais la véritable punition a pris forme dans ses funérailles. On l'a privé de tout honneur, de tout rituel permettant à son âme de reposer en paix. Pour un Égyptien de cette époque, c'était le pire sort possible. Les égyptologues ont aussi remarqué que la bouche, laissée béante, ne fut pas maintenue fermée après la mort, contrairement aux coutumes. Ce détail évoque une volonté délibérée de faire subir au défunt une humiliation suprême, comme si on voulait que sa douleur reste figée pour l'éternité. Contempler ce visage tordu par la terreur nous projette dans un drame familial et politique digne d'une tragédie antique. C'est l'un des exemples les plus édifiants du pouvoir que pouvaient exercer les rites funéraires. La mort n'était pas qu'une fin, elle pouvait devenir un prolongement de la sentence, un lieu de vengeance et de honte perpétuelle. Le vampire de Venise. Imagine le décor. Venise, 16e siècle, la peste fait rage. Les survivants, pris de panique, jettent leurs morts dans des fosses communes, redoutant la propagation du fléau. En 2009, des archéologues fouillent l'une de ces fosses sur l'île de Lazaretto Nuovo et tombent sur un squelette insolite. Une brique, enfoncée entre les mâchoires, a été placée là volontairement. À l'époque, beaucoup craignaient que certaines dépouilles puissent se relever en mangeurs de linceul, une variante du vampire capable d'infecter les vivants. Lorsque les fossoyeurs ouvraient les fosses pour y ajouter de nouveaux corps, ils voyaient parfois du sang ou un liquide sombre couler de la bouche des cadavres, lié à la décomposition naturelle. Dans l'ignorance, ils s'imaginaient face à un mort qui se nourrissait. Pour neutraliser ce vampire, ils bloquaient sa bouche avec un objet, pierre, brique, afin de l'empêcher de mordre. Le squelette découvert appartenait à une femme, aussitôt surnommée la « vampire de Venise ». Pour les chercheurs, ce rituel macabre illustre l'état de terreur régnant en pleine épidémie. La médecine ne pouvant pas expliquer tous les symptômes, il était plus simple d'invoquer le surnaturel. On voit dans cette pratique la preuve d'un univers mental où la mort n'était pas forcément considérée comme un repos. Certains cadavres pouvaient revenir hanter les vivants, et il fallait recourir à des méthodes radicales pour les en empêcher. C'est à la fois choquant et fascinant de constater jusqu'où pouvaient aller les gens pour conjurer cette peur d'une mort active. Encore aujourd'hui, ce crâne à la brique reste un symbole fort de la superstition mêlée à la panique épidémique. Le charnier de Leicester. En Angleterre, à Leicester, les archéologues ont fait une macabre découverte. 123 corps entassés dans une fosse commune, datée du XIIe siècle. À première vue, on aurait pu penser à une scène de bataille ou de massacre. Pourtant, aucun os ne présente de fracture ou de marque de combat. Aucune trace visible d'armes, aucune blessure trahissant un affrontement violent. Juste des squelettes jetés dans le même trou, comme si on devait s'en débarrasser au plus vite. L'idée d'une épidémie vient immédiatement à l'esprit, et la peste noire se profile comme la grande tueuse du Moyen-Âge. Mais un test par datation au carbone révèle que ces gens ont péri bien avant l'arrivée officielle de la peste en Angleterre, survenue au milieu du XIVe siècle. Un autre fléau mortel aurait-il ravagé la région? Ou peut-être une famine exceptionnelle, qui aurait eu raison de la population locale? Le fait est que les chroniques médiévales ne mentionnent pas un tel épisode pour Leicester à cette période. Pourquoi un événement aussi dramatique a-t-il été oublié? Soit il était trop commun pour être noté, une épidémie de plus, dans un contexte déjà rude, soit il y a volonté de dissimulation, ou tout simplement un manque de scribes pour relayer la tragédie. Les archéologues restent perplexes devant ce silence historique. Mais le spectacle de cette fosse commune est glaçant. On s'imagine des gens mourant par dizaines, sans que leurs voisins n'aient la possibilité, ou la volonté, de leur offrir un enterrement digne. Un rappel saisissant de la fragilité des populations médiévales face aux catastrophes. Les décapités de York. À York, dans le nord de l'Angleterre, on a découvert un cimetière romain hors du commun. Sur près de 80 squelettes, la plupart ont la tête tranchée.
Mais ce n'est pas un acte de barbarie improvisé. Dans beaucoup de tombes, le crâne est placé près des pieds ou posé sur la poitrine. Les corps, eux, montrent des traces de traumatisme cicatrisés, ainsi que des morsures d'animaux sauvages, possiblement des félins ou des ours. Les spécialistes pensent immédiatement aux gladiateurs. Peut-être des hommes rompus au combat, tués dans l'arène ou exécutés rituellement. D'autres évoquent plutôt des prisonniers rebelles, soumis à une décapitation cérémonielle. Quoi qu'il en soit, cette mise en scène témoigne d'une forme de violence institutionnelle. Ce n'est pas un simple meurtre de masse. Il y a une logique funéraire, un placement précis des têtes. Dans la Rome antique, la décapitation pouvait faire office de punition suprême, mais elle pouvait aussi constituer une part du spectacle gladiatorial. Dans certains cas, les analyses isotopiques laissent supposer que ces individus ne venaient pas tous du même endroit. On trouve des profils venant d'autres provinces de l'Empire. Recrutés ou déportés. Difficile de savoir. Ce qui reste certain, c'est que cette nécropole donne un aperçu brutal de la façon dont la mort pouvait être théâtralisée ou codifiée à l'époque romaine, laissant une trace macabre qui, des siècles plus tard, noue encore l'estomac de ceux qui la découvrent. Le lac Rupkund, chargé de squelettes. Perché dans l'Himalaya, à plus de 4800 mètres d'altitude, se trouve le lac Rupkund. À première vue, un petit paradis glaciaire. Mais quand la glace fond, le rivage se couvre de crânes, de côtes et de tibias. On a dénombré des centaines de dépouilles. Les premières analyses datent leur mort entre le 7e et le 9e siècle, toutes causées, semble-t-il, par des coups violents portés au sommet du crâne. Pour expliquer cela, les chercheurs ont émis l'hypothèse d'une tempête de grêle gigantesque, avec des grêlons de la taille de balles, qui auraient fauché un groupe de voyageurs au pied levé. Mais pourquoi ces gens venaient-ils de plusieurs régions différentes, y compris de zones éloignées? Était-ce un pèlerinage collectif, une expédition commerciale, un rituel ésotérique? Personne ne connaît la véritable histoire, les rares indices se trouvant dans l'ADN ou sur les bijoux retrouvés. Le plus perturbant, c'est l'ambiance de ce lieu. Un grand silence alpin, des sommets majestueux, et cette vision d'ossements surgissant périodiquement. Les légendes locales racontent qu'une déesse en colère aurait puni des pèlerins irrespectueux. De nos jours, ce spectacle fascine autant qu'il effraie, car il nous renvoie à l'impuissance humaine face aux éléments, et à la précarité de toute aventure en haute montagne. La patte géante de Moa en Nouvelle-Zélande. En 1986, au fond d'une grotte néo-zélandaise, des spéléologues tombent sur une relique impensable. Une patte énorme, aux griffes redoutables, encore couverte de chair et de peau séchée. On dirait la griffe d'un dinosaure ou d'un monstre légendaire. Après examen, les scientifiques identifient cette serre comme celle d'un Moa, un oiseau géant, incapable de voler, qui aurait disparu depuis le XVe siècle. Son état de conservation est si parfait qu'on croirait l'animal mort récemment. Ce qui suscite vite des rumeurs. Et si les mots survivaient, cachés au fin fond d'une forêt oubliée? La majorité des spécialistes optent pour une simple momification naturelle, favorisée par l'obscurité et la sécheresse de la grotte. Il n'empêche, voir cette patte de près est saisissant. On réalise la taille qu'avaient ces oiseaux, pouvant mesurer plus de 3 mètres de haut. Cela raconte à la fois l'histoire de la faune néo-zélandaise, exterminée en quelques siècles par la chasse intensive, et la chance exceptionnelle qui a permis de garder intact un fragment de leur anatomie. Cette image d'une patte fossile encore munie de chair fait frissonner, car elle nous donne l'impression de basculer dans un autre temps où des créatures gigantesques parcouraient la Terre. Elle prouve aussi que certaines cavités souterraines peuvent abriter des trésors macabres, figés loin de la lumière du jour. Le cerveau préservé de Heslington. En fouillant un site préhistorique près de Heslington, en Angleterre, des archéologues découvrent un crâne vieux de 2600 ans. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Mais en l'examinant, ils s'aperçoivent que la matière cérébrale est encore présente, presque intacte. Normalement, un cerveau se décompose en quelques semaines, sauf conditions exceptionnelles comme un environnement glacial ou un procédé de momification. Or, ici, rien de tout ça. Les chercheurs notent une étrange agrégation de protéines qui aurait empêché les microbes de faire leur œuvre. Était-ce dû à la chimie du sol, saturé en minéraux, ou à une mort rapide, un enchaînement de facteurs climatiques, voire un rituel inconnu? Ce spécimen, aujourd'hui appelé cerveau de Heslington, est l'un des exemples les plus incroyables de préservation spontanée de tissus mous dans l'archéologie mondiale. Il permet d'étudier la structure interne d'un organe vieux de 2 millénaires et demi, mais suscite aussi un léger malaise. Imaginez tenir dans ses mains l'organe de la pensée d'une personne ayant vécu à l'âge du fer. C'est un contact presque intime avec un individu dont on ignore tout, sauf qu'il a traversé les siècles sous la forme la plus inattendue. Les amoureux de Val d'Aro. Pour refermer ce tour d'horizon, allons en Italie, près de Mantoue, où en 2007, des archéologues exhument 2 squelettes d'environ 6000 ans. Ils sont couchés l'un en face de l'autre, bras enroulés l'un autour de l'autre, comme dans une éternelle étreinte. On les a surnommés les amoureux de Val d'Aro. Pas de traces de violence, aucune blessure, aucune mise en scène rituelle apparente. Juste 2 corps enterrés dans une position si intime qu'elle évoque forcément l'idée d'un amour qui aurait survécu à la mort. Quelles circonstances ont mené à cette inhumation? Certains avancent la thèse d'un couple mort en même temps, lors d'un accident ou d'une épidémie, qu'on aurait voulu enterrer ensemble de façon symbolique.
D'autres supposent un geste purement rituel, où la société néolithique aurait voulu célébrer le lien des deux êtres mêmes dans la tombe. Quoi qu'il en soit, la découverte de ces deux squelettes entrelacés est à la fois poignante et mystérieuse. Elle rappelle qu'au milieu des pratiques funéraires sanglantes ou inquiétantes qu'on a pu déterrer ailleurs, il existait aussi une dimension affective ou sentimentale. Cette image a fait le tour du monde, car elle incarne un aspect universel. Peu importe l'époque, l'amour ou l'attachement émotionnel pouvait transcender la mort et donner naissance à des gestes funéraires inattendus. Un beau contraste avec les autres découvertes plus macabres de notre liste. La fouille archéologique n'est pas seulement une quête de trésors ou de palais oubliés. C'est souvent la découverte brute de la réalité, parfois atroce, de la mort. Des forteresses anéanties en un jour, des charniers silencieux, des momies figées dans un cri et des cadavres empêchés de revenir hanter les vivants. Tout cela témoigne d'un passé où la superstition côtoyait la peur du quotidien, où la mort pouvait frapper si brutalement que personne n'avait le temps d'expliquer quoi que ce soit. Ces 10 découvertes, chacune à sa manière, exposent des facettes sombres de notre histoire commune. Depuis la momie hurlante d'Égypte jusqu'aux amants immobiles de Val d'Aro, on réalise que la mort peut être terrifiante ou émouvante, sacrilège ou mystique. Nul ne sait combien d'autres révélations se cachent encore sous le sol, dans des grottes isolées ou sous des champs banals. Les archéologues, entre effroi et fascination, continuent de creuser, analysant chaque os, chaque indice, pour restituer un fragment de ces destins brisés. À travers eux, nous prenons conscience qu'au-delà des batailles célèbres et des grands rois, la vie de ceux qui nous ont précédés était émaillée de drames, d'angoisses et parfois de gestes inattendus. Si ces récits t'ont captivé, n'hésite pas à partager tes émotions dans les commentaires. Lequel t'a le plus marqué? La momie figée dans un cri? Les cadavres transformés en vampires? Les gladiateurs décapités? Ou la patte géante d'un oiseau disparu? Et surtout, pense à t'abonner à Boîte Magique pour d'autres aventures à travers le temps et l'insolite. Car l'histoire, sous ses dehors figés, reste un livre dont chaque page peut dévoiler des visions troublantes, capables de nous hanter longtemps après la découverte. Merci de nous avoir suivis dans cette plongée archéologique aux allures de films d'horreur. Reste à l'écoute, car notre quête de l'étrange ne fait que commencer. À très vite pour de nouvelles explorations, et d'ici là, garde l'œil ouvert. Tu ne sais jamais ce que la Terre peut encore receler sous tes pas.